Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Je vais vous présenter aujourd'hui les dernières nouveautés de l'année 2020, à savoir celle du 10 décembre 2020. Eh bien, sur cette journée de nouveautés, on peut dire qu'il y a vraiment deux tendances qui se dessinent. D'un côté, deux mangas du label What the Fuck, et puis de l'autre, trois mangas de notre label généraliste, qui on va dire sont plus dans la bienveillance et dans l'aspect social de notre catalogue. Je vais séparer ça du coup en deux parties. Je pense que je vais commencer d'abord avec la partie What the Fuck, avec par exemple le tome 2 de Bastub Brothers, la toute dernière série de Sakurai Toshifumi. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien, bon, micro détail, vous avez peut-être pu le constater, sur le tome 1, sur le rabat, chose assez rare, il y avait voilà, le sommaire du manga, et cette fois-ci, comme il n'y a pas de page couleur à l'intérieur, c'est comme en japonais, hein, il n'y avait pas de page couleur en japonais, et bien il y a une page noire, ils ont mis du coup le sommaire sur la deuxième page du manga, et pour le coup, pour remplir le rabat, ce qu'avaient fait les japonais, c'est mettre une présentation des personnages principaux sur le rabat. On a fait la même chose, et ce qui me fait beaucoup rire sur ce manga-là, c'est que bon, outre les deux frères qui sont présentés, donc Haruo Koike et Natsuo Koike, l'autre personnage absolument crucial de ce manga, c'est évidemment Shan-Shan le panda. Alors, Shan-Shan le panda, voilà, je sais pas pourquoi, on a plusieurs dessinateurs du catalogue qui sont assez fascinés par les pandas. Il y a Toshifumi Sakurai qui souvent, sur son compte Twitter, parlait de pandas, etc. On a un autre dessinateur du catalogue qui assez fréquemment retweet ou parle de pandas, même qui d'ailleurs fait des fanarts parfois de pandas. Cet autre dessinateur du catalogue, c'est Shinobu Seguchi, donc le mangaka à l'origine de Prisonnier Riku. Voilà, il faut croire que le panda, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux dessinateurs de manga. Alors évidemment, on le sait beaucoup, il y a les chats en général qui sont très présents dans de nombreux mangas, il y a beaucoup de mangaka qui ont des chats. Voilà, il y a une tendance qui se dessine, qui est celle des mangaka fans de pandas. On n'en a rien à faire, mais après tout, je vous parle d'un manga du label What the Fuck, donc pourquoi pas. L'autre chose que je voulais vous dire aussi sur ce tome-là, pareil, c'est pas une information très importante, mais moi j'étais très content en tant qu'éditeur. En fait, depuis très longtemps, je cherchais un manga de licorne. Je voulais absolument faire un manga de licorne dans le label What the Fuck. Jusqu'à maintenant, voilà, on n'a pas encore proposé de manga de licorne au sein du label What the Fuck, soit parce qu'on n'en a pas trouvé, soit parce qu'il n'y en avait pas, etc., etc. Et puis, ben, quand on a lu Bastub Brothers, j'étais absolument ravi. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, dans ce tome 2 de Bastub Brothers, il y a un personnage qui apparaît, et ce personnage, en fait, il n'a pas une baignoire, mais il survit sur une bouée licorne. Donc voilà, j'étais très content d'avoir un manga avec une bouée licorne. C'est ma licorne de substitution, en fait. Comme j'ai pas vraiment ma licorne dans le label What the Fuck, j'ai une bouée licorne à la place dans ce manga, Bastub Brothers 2. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire quand j'avais vu ça, parce que, bon, vous le savez peut-être, mais on prend un petit stand maintenant au festival, le Hellfest. Et puis bah c'est vrai que pendant le Hellfest, il y a beaucoup de gens avec des bouées licornes ou avec des chapeaux bouées licornes, et je trouve ça très drôle. Du coup c'est un espèce de petit clin d'œil. Je me disais ah là là, j'aimerais vraiment trouver un manga de licorne, et bah voilà, d'une certaine manière il y a un gros clin d'œil pour moi là-dedans, puisque il y a cette bouée licorne, et ça m'a fait penser au Hellfest, ça m'a fait penser à plein de choses comme ça. Donc voilà, j'ai mon manga de licorne de substitution avec ce tome 2 de Bastub Brothers, et je passe au manga suivant. Second manga du label What the Fuck qui sort ce 10 décembre 2020, c'est le tome 5 de Frix Café. Alors vous pouvez le voir, on a remis le logo de manière droite sur ce tome-là. Alors si vous vous souvenez bien, sur le tome 4, on l'avait déstructuré volontairement parce qu'il y avait l'apparition d'un personnage qui allait bousculer un petit peu, pas la structure narrative du manga, mais qui représente un enjeu narratif assez important, et donc c'était assez intéressant de déstructurer ça, mais pour que c'est un impact intéressant justement et significatif, c'était important de remettre ce logo de manière horizontale, droite, sur ce tome 5. Bon, il nous restera derrière ça le tome 6 et le tome 7 à faire, on verra ce qu'on fera. Je pense qu'on les laissera droit aussi, c'est un petit hasard, mais au moment où on a fait cette décision, on ne le savait pas encore, mais la série s'achève au tome 7, ce qui fait que ce tome 4, qui sera pile au milieu de la série, il y aura 3 tomes avant, 3 tomes après, ça serait potentiellement le seul avec un logo de travers, et je trouve ça plutôt marrant en termes de symbolique de couper la charte graphique, voilà, pile au milieu de la série. Je trouve ça assez marrant. Sinon, bon, pour ceux que ça intéresse, les sujets qui vont être abordés dans ce tome 5 de Frix Café, bon, encore une fois, on va apprendre plein de vocabulaire, parce que c'est un manga qui est très bien pour jouer au Scrabble ensuite et frimer, voilà, en jouant au Scrabble ou je ne sais pas quel autre jeu de société où il faut faire valoir notre bonne connaissance du vocabulaire. Mais en tout cas, on va aborder dans ce tome 5 de Frix Café la biastophilie, la scopophilie, la misophilie, l'autonépiophilie et la pyrophilie. Alors la pyrophilie, c'est le seul terme que personnellement je connaissais,
fait. Voilà, il y en a 4 autres, je vous laisserai découvrir si vous avez envie de savoir quels sont les autres paraphilies qui sont évoqués derrière ces mots, même si je pense que la couverture peut vous donner un petit indice sur l'une d'entre elles. Et l'autre chose un peu plus sérieuse que je peux vous dire en coulisses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça arrive assez souvent quand on enlève les jaquettes du manga, des mangas en général d'ailleurs, il y a souvent des petits bonus. Et dans les bonus de Frix Café, voilà, c'est des bonus de cases de bande dessinée, enfin vraiment comme l'intérieur du manga. Et en fait, dans la manière dont on travaille au sein des éditions Akata, il faut savoir que souvent les graphistes qui s'occupent de remplacer les textes dans les bulles, de faire les onomatopées, de faire la maquette intérieure du manga, ne sont pas les mêmes que les graphistes qui font les couvertures. Bon, il y en a qui font les deux, mais pas forcément toujours sur la même série. En l'occurrence, voilà, c'est quelque chose qui arrive assez souvent sur Frix Café. Ce n'est pas la même personne qui fait la maquette intérieure et la maquette des couvertures. Et ça, c'est inclus dans la maquette de couverture. Coup de bol, la personne qui fait la maquette de couverture, c'est Tom Spade Bertrand. Vous pourrez bientôt découvrir des interviews avec lui où il parle de son travail pour les éditions Akata en tant que graphiste, etc. Mais du coup, c'est quelqu'un qui sait faire du lettrage de manga, donc placer les textes dans les bulles, faire les onomatopées, etc. Donc là, j'ai aucun souci, il me fait voilà ces cases de BD. Et puis par contre, on a des graphistes qui font les couvertures et qui, pour le coup, ne font pas de lettrage de manga, donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Par habitude, plutôt que de leur faire, en général, c'est quelque chose que moi je fais en interne, je trouve ça plus simple que de les former là-dessus, et puis c'est jamais parfaitement carré, ils n'ont pas forcément les droits d'utilisation des polices qui vont être utilisés. Une série comme par exemple À tes côtés, où quand vous enlevez la jaquette, voilà, il y a aussi des cases de bande dessinée. Ça, c'est pas la personne qui fait la jaquette qui fait la maquette, je m'occupe de faire la maquette de cette couverture intérieure, parce que c'est plus simple et plus rapide pour moi. Donc voilà, c'était un petit détail que vous ne pouviez pas forcément savoir, mais voilà, quand vous regardez en général la page copyright des mangas, vous voyez que justement il y a lettrage où il y a un nom, ici c'est Erwan Charles, et puis il y a couverture Tom Spade Bertrand. Voilà, donc vous pouvez voir qui travaille sur les mangas en regardant la page de copyright. Je m'arrête là pour Frix Café et globalement pour le label What the Fuck sur cette vidéo, et je passe aux 3 mangas du label général. Petit hasard, c'est 3 séries d'ailleurs qu'on fait en pré-publication numérique. Donc il y a une chose que je pourrais vous dire sur les 3, c'est amusez-vous potentiellement à comparer justement la différence qu'il peut y avoir sur les planches entre la pré-publication numérique et la version imprimée. Du coup, je vais commencer sur Switchman. Sur Switchman, il n'y a pas de différence. Vraiment, la dessinatrice n'apporte pas de modifications sur les planches entre la pré-publication et la version papier. Je pense beaucoup que c'est lié au fait que au Japon, au début, ce n'était pas prévu pour être en sortie papier. Par rapport à ça, je suis pas sûr qu'au Japon, ils avaient prévu les budgets pour que la dessinatrice redessine ou retouche certaines planches. En fait, j'en sais rien. C'est peut-être aussi une question de planning, parce que mine de rien, ça leur demande du temps à chaque fois de faire ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, comme vous l'avez déjà évoqué sur le tome 1 et aussi lors des unboxings de la version japonaise que je vous avais fait, eh bien, il y a à la fin de ces tomes-là une petite histoire bonus, que je ne vais pas montrer parce qu'elle est un peu trop explicite et elle pourrait être, voilà, pas montrable sur YouTube. Et puis comme pour le tome 1, on a décidé de vous mettre pour la version française et exclusivement pour la version française, puisque ce n'est pas en japonais, les pages couleurs qui correspondent à la prépublication numérique et qui sont en fait les en-têtes de chapitre. Donc voilà, sur toute cette série-là, vous aurez systématiquement les pages couleurs au début de l'ouvrage. Par rapport à la version numérique, c'est vrai que quand on travaille sur la version papier, un des gros travaux que j'ai à faire dessus, c'est de recadrer un petit peu les planches, parce que sur le format numérique, voilà, la manière dont sont cadrées les planches n'est pas forcément toujours raccord ou toujours pareil que sur la version papier. Donc en fait, je compare vraiment page par page le tome japonais imprimé pour voir comment ils ont calé la planche de la dessinatrice dans la page et à quel endroit elle va être coupée, puisque comme on vous l'a déjà évoqué, les dessins des auteurs japonais, ils vont au-delà des planches. Ça veut dire qu'autour, les dessinateurs dessinent plus grand, parce que souvent dans les magazines de prépublication, le format n'est pas le même que le format manga, c'est pas forcément homothétique, et au moment où ils impriment le manga au format papier, ils vont découper le dessin qu'on ne voit pas en entier, mais c'est fait exprès, justement pour qu'on n'ait pas de blanc autour et pour que le dessin aille jusqu'au bord. Et entre la version numérique, pour Switchman spécifiquement, c'est vrai qu'il y a parfois plus de décalage, et du coup il faut revérifier planche par planche si le cadrage est le même entre la version numérique
et la version papier. Donc ça prend un petit peu de temps. En plus de ça, il y a un petit ajout de page de présentation des personnages et du résumé. Et voici ce que je peux vous dire sur ce tome 2 de Switch Me On. Je vais passer ensuite au tome 3, le dernier tome de Our Colorful Day, le tout dernier manga de Gengoro Tagame. Encore une fois, série numérique, prépublication. Et par rapport au tome 2, il y a eu plus de planches qui ont été changées. Donc encore une fois, je vais vous laisser découvrir si vous avez envie et vous amuser à comparer qu'est-ce qui a été changé par Tagame entre la version numérique et la version papier. Moi ça m'amuse toujours, hein. C'est les petits trucs que je fais quand je travaille sur les versions papier après la version numérique sous InDesign. InDesign, c'est le logiciel qu'on utilise pour faire le montage des planches et le montage des mangas. Il y a l'image et en fait je change l'image et j'aime bien m'amuser à annuler pour regarder case par case s'il y a eu des changements, et des fois c'est vraiment des micro détails, et bon moi ça m'amuse beaucoup en tant que lecteur de manga de regarder ce que les dessinateurs peuvent changer. Je radote, je vous l'ai dit assez souvent, mais c'est vrai que malgré les mois qui passent, malgré les années qui passent, ça fait toujours partie de mes petits plaisirs. Et ouais, vraiment, j'apprécie ce décalage entre prépublication et version reliée. C'est une implication différente, et par exemple, c'est vrai que sur la version papier, si vous avez lu Colorful Day en version papier, voilà, ça vous a accompagné, on va dire de juin, la sortie du tome 1, à la décembre, la sortie du tome 3, la fin de la série, ça fait 6 mois. Nous, on a commencé il y a plus d'1 an, la prépublication numérique, puisque de mémoire, on a commencé mi-2019, donc la série au global, elle nous a accompagné pendant 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, au lieu de 6 mois, on vit avec ces personnages-là, et vraiment, je trouve que ça apporte une intimité ou un rapport différent aux histoires et aux personnages. Sinon, autre petit détail, c'est quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus souvent dans les mangas ces dernières années. Quand on imprime les mangas, on envoie les fichiers images, donc ils sont en 1200 dpi, c'est la résolution en bitmap. Et de plus en plus souvent ces dernières années, parce que les techniques d'impression au Japon se sont améliorées, il y a certaines planches qui vont être non pas en 1200 dpi bitmap, mais plutôt en niveau de gris, 600 dpi ou 1200, enfin il y a plein de choses assez différentes. Mais c'est parce que à l'époque en fait de Japon, pourquoi ils passaient par cette rame là, c'était pour des raisons techniques, mais aussi parce qu'ils ne savaient pas forcément techniquement imprimer des beaux dégradés de gris, et c'est pour ça qu'ils utilisaient les trames un peu comme un artifice pour pallier à des défauts techniques d'impression. Mais ça on parle d'il y a vraiment très longtemps, et voilà, les techniques d'impression se sont améliorées, et je dirais que c'est à peu près il y a peut-être 4-5 ans que les dessinateurs de manga m'ont dit « Ah ouais, mais ils savent mieux imprimer maintenant » et on nous a dit de plus en plus qu'on peut utiliser des lavis, mettre des niveaux de gris, etc. Et si vous regardez typiquement dans Colorful Days, les en-têtes de chapitre, typiquement ça c'est des illustrations qui ne sont pas en trame, qui ne sont pas tramées, qui ne sont pas en bitmap 1200 dpi, mais qui sont en niveau de gris. Donc ça fait partie voilà, des choses, des évolutions de la manière dont on fournit les fichiers. Voilà, il y a certaines planches et vous pouvez les voir assez vite, je pense, si vous avez l'œil et que vous êtes attentif. Ça fait partie des choses auxquelles on doit faire attention, et donc ça veut dire ne pas travailler de manière systématique. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on prenne toutes les images et qu'on les transforme toutes en 1200 dpi niveau de gris, sinon on risque d'avoir des catastrophes à l'impression parfois. Et voilà, donc on doit être vigilant à ce genre de choses. Et bien c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce tome 3 donc de Colorful Days, le dernier. Et pour finir cette vidéo, évidemment on parle de Perfect World tome 11, Perfect World qui est un ouvrage que normalement on n'a pas besoin de présenter parce que c'est notre deuxième très gros best-seller après Orange. Avant-dernier tome de la série, je vous avoue que je suis un peu déchiré à l'idée que la série se finisse, parce que je trouve que depuis les tomes 9, 10, 11, ils sont vraiment exceptionnels. Il y a un nouveau souffle dans la série, des thématiques globales assez impressionnantes et complètement d'actualité. Je suis très triste de cette fin-là, même si je pense que la série va finir du coup en apothéose, et que ça va en faire une masterpiece, mais vraiment qui va faire date. Et voilà, sur ce tome 11, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose, c'est que vous pouvez le constater à l'intérieur, voilà, on a mis un extrait en cadeau de A Sign of Affection, donc notre nouveau shoujo manga qui arrivera premier semestre 2021, j'espère à peu près avril, mai, juin par là, pour le tome 1 en version papier, A Sign of Affection, qui est le nouveau très gros best-seller de Kodansha en shoujo manga, qui est publié dans le magazine Dessert, qui est donc par exemple le magazine de À tes côtés, dessiné par Sue Morishita. On vous a mis une vidéo de présentation sur notre chaîne YouTube déjà, on a commencé la prépublication au format numérique, et en fait on va vraiment essayer de le pousser et d'en faire un best-seller et d'en faire un vrai événement éditorial en France
comme ça l'a été au Japon. Et du coup, on commence tout de suite la promotion et la publicité en mettant, bah voilà, filmé avec ce tome 11 de Perfect World, un extrait de Sign of Affection. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est que l'extrait il est derrière, et du coup, le code barre que scannent les libraires pour passer l'ouvrage en caisse, eh ben, il est caché par l'ouvrage. Donc, pour pallier à ça, pour que les libraires puissent scanner l'ouvrage, vous voyez, en fait, on doit mettre le code barre sur le sticker en couverture. Ça, c'est pour permettre aux libraires de ne pas avoir à ouvrir l'ouvrage et à scanner le code barre qui est caché du coup par le carnet. Et ça fait un peu une pierre deux coups, puisqu'on vous signale sur le sticker aussi qu'il y a un extrait en cadeau. Et voilà, en cadeau derrière, l'extrait. Alors, micro détail, normalement j'aurais préféré que l'extrait soit dans l'autre sens. J'avais demandé à l'imprimeur que l'extrait soit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on voit la couverture du manga, donc la couverture de A Sign of Affection, et non pas le dos du carnet. Mais bon, l'imprimeur s'est trompé. C'est pas dramatique du tout parce que l'image est très belle. J'allais pas embêter tout le monde, dire non ça va pas, on avait demandé dans l'autre sens, vous reprenez tout, vous refabriquez. Ça aurait été un vrai gâchis, voilà, le plastique aurait fallu enlever, remettre, ça aurait été plus de délai, peut-être qu'on aurait risqué un report, et puis voilà, j'avais pas envie d'embêter les gens tout simplement pour finalement quelque chose qui est à mon avis très joli et très efficace, et du coup les gens quand ils ouvrent l'ouvrage, de toute façon, ils verront la couverture. Et du coup je vais l'ouvrir avec vous, parce que j'ai 2-3 petites choses encore à vous dire sur ce tome 11 de Perfect World. Donc voilà, ça c'est l'extrait, et bon, normalement c'est ça que j'aurais voulu voir devant avec extrait en avant-première. Du coup, vous avez les 24 premières pages de A Sign of Affection. Alors, c'est une version qui est pas tout à fait définitive, qui est même pas tout à fait la même que celle qu'on a mis en numérique, qu'on a mis en ligne et commercialisée fin novembre, puisqu'on a dû la finaliser un petit peu avant. Et il y a eu quelques petites modifications entre cette version papier et la version numérique, donc vous pouvez vous amuser à les comparer aussi. En tout cas, on s'est dit que ça serait une très bonne manière voilà, d'associer les deux titres et puis de faire connaître massivement A Sign of Affection, qui est donc un manga, à notre avis, qui va vraiment faire beaucoup parler. Et l'autre chose dont je voulais parler sur Perfect World, en réalité c'est quelque chose que je voulais vous dire vers septembre, quand on fait la pré-publication numérique. J'avais envie de faire un jour une vidéo en coulisses où je vous parlais du nouveau chapitre, sans vous spoiler. Quand vous lirez le dernier chapitre de ce tome, donc le chapitre 54, vous allez pouvoir constater quelque chose, c'est que les personnages, enfin tous les commerçants par exemple, à l'extérieur, etc., ils portent des masques. Moi, j'avais pas du tout remarqué ça. Je lisais le manga classiquement. Et puis dans les chapitres d'avant aussi, les personnages portaient des masques. Dans les chapitres d'avant, c'était assez naturel que les personnages portent des masques, puisqu'ils étaient dans un milieu hospitalier. Voilà, sans vous spoiler, voilà, fallait porter des masques assez clairement, pour des raisons évidentes. Et voilà, ça m'a pas fait tiquer. Et puis j'ai lu le chapitre 54 quand on l'a reçu du Japon, je l'ai envoyé au graphiste, à la traductrice, à l'adaptatrice, et puis quand le graphiste il me rend le fichier maquetté, il me dit c'est chouette ce chapitre quand même sous des airs de Covid. Je me dis comment ça sous des airs de Covid? J'ai pas vu ça, moi ils évoquent pas le Covid dans le manga. En fait non, ils l'évoquent pas. Mais quand on regarde bien, tous les commerçants, par exemple il y a une jeune femme qui travaille dans un food truck, elle a un masque. Et puis on regarde les cases et on se rend compte que ouais, quand même. Bon, c'est pas dit explicitement, mais on se rend bien compte en fait que le masque il est pas anodin. Alors on se rend pas forcément compte de manière frontale, parce qu'au Japon, bon, assez fréquemment, les gens ils portent des masques dès qu'ils sont malades, ou alors quand il y a le pollen, notamment au printemps, il y a beaucoup de gens qui portent des masques pour éviter les allergies qu'ils font au pollen. Donc c'est des choses assez classiques. C'était assez marrant pour moi de constater que la réactivité de la dessinatrice, et globalement c'est un truc que je trouve toujours très pertinent. Voilà, là ma question c'est pas de savoir ce que je pense du Covid, du port du masque, etc. C'est vraiment pas la question, et je vous demande s'il vous plaît en commentaire d'éviter d'aborder ces sujets-là. C'est pas le sujet. Simplement, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, je le dis tout le temps, le shoujo manga c'est vraiment un merveilleux témoin de son époque. Si on regarde le shoujo manga globalement, on peut avoir vraiment une évolution de la société japonaise, et pas forcément dans les shoujo manga qui parlent du monde contemporain de leur époque, mais globalement par les thématiques qui sont abordées, etc. Aussi par l'arrivée de la technologie. Quand les téléphones portables sont arrivés, très vite les shoujo manga se sont emparés des téléphones portables. Maintenant dans les shoujo manga, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a toutes ces choses-là, et en ça, je trouve que globalement le manga est très réactif, mais je trouve que le shoujo manga, notamment d'un point de vue social et historique, il est passionnant pour ça. Et là, voilà, on a, sans que ça soit
au centre de l'histoire sans que ça soit vraiment évoqué. Il n'y a pas le mot une seule fois, mais bah voilà, on a une dessinatrice qui place une série dans le monde contemporain. Et bon, au Japon, ils n'ont pas eu les mêmes mesures que nous en France. Il n'y a pas eu de confinement au Japon. N'empêche que on sent que voilà, il y a des scènes où théoriquement on ne verrait pas tous ces commerçants avec des masques. Voilà, il y a un tenancier de bar, la serveuse dans le food truck. Et ben voilà. La dessinatrice a ancré ça vraiment dans le quotidien de la crise sanitaire au Japon en mettant des personnages avec des masques, et je trouvais que c'était une belle occasion pour vous évoquer ça et pour réenfoncer le clou et de redire encore une fois, voilà, le shoujo manga, quel témoin puissant de son époque, vraiment, alors que c'est souvent sous-coté, sous-analysé, sous-regardé par beaucoup d'observateurs du manga. Encore une fois, le shoujo manga, très réactif, très intéressant socialement, et pour ce qu'il est et ce qu'il représente en miroir. Après, ce que je voudrais évoquer aussi, ça c'est un petit peu un sujet délicat. Vous savez, on fait cette série en prépublication numérique, et pour le coup, quand on sort un nouveau chapitre en prépublication numérique, on fait de la pub sur les réseaux sociaux, et notamment, ce qu'on fait tout le temps, c'est mettre la page d'en-tête du chapitre. Bah là je peux vous montrer, c'est pas du tout un problème, mais arrive un moment où quand vous lisez la série au format papier, bah, vous n'êtes pas au même niveau de l'histoire, et donc potentiellement ces images de chapitres, ben, potentiellement elles peuvent porter des spoils. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, et c'est très compliqué à gérer ça maintenant, quand on fait une prépublication numérique, jusqu'à quel point on doit être vigilant sur les visuels qu'on montre. Au Japon, ils font pas du tout attention. Et franchement, ils s'en fichent. La question du spoil, elle est pas du tout comme chez nous. À partir du moment où quelque chose est prépublié, c'est considéré comme étant, bah voilà, dévoilé. Donc c'est vrai que si nous, en tant qu'éditeur français, on fait une prépublication numérique, est-ce qu'on considère que ce qui est en prépublication numérique, c'est déjà de l'information officielle et dévoilée? C'est un débat qui a lieu d'être et qui mérite d'être tenu. Enfin voilà, en tout cas nous on réfléchit à ça, on fait attention autant que possible. C'est vrai que des fois, pareil, quand il y a des couvertures qui sont très en avance, qui viennent du Japon, il peut y avoir des spoils. Bon, bah la couverture du tome 11, résultat, elle spoil pas, même si pour moi, les démarches qui sont entamées dans le tome 10, elles sous-entendaient beaucoup de choses, et que si le choix de couverture avait été différent, je pense pas que ça aurait été spoilant, parce que c'était un petit peu une évidence. D'ailleurs, la mangaka vous montre son choix alternatif de couverture dans les pages bonus. Je vais pas vous les montrer, je vais vous laisser découvrir ça, et pour certaines personnes, ça peut être considéré comme du spoil. En tout cas, c'est vrai que ça demande pour nous un certain jonglage. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on fait de la prépublication, c'est de l'information officielle, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas lire en prépublication, donc voilà, on fait attention à ce genre de choses. Même si peut-être que parfois on peut faire des ratés. Voilà, c'est des petites choses de notre quotidien auxquelles on réfléchit, on fait attention. Mais voilà, c'est vrai que la question du spoil, c'est toujours des questions compliquées. Et voilà, il y a des gens qui vont mettre des couvertures japonaises qui en elles-mêmes portent des spoils, donc est-ce qu'on dévoile les couvertures? Des fois les éditeurs japonais eux-mêmes spoilent avec des couvertures, avec des en-têtes de chapitres, etc. Donc voilà, tout ça, ça, en fait, c'est ce que je dis toujours, en faisant de la prépublication numérique, on se rapproche vraiment de ce qui se passe au Japon, et qu'on doit réfléchir à ces questions-là, ce qu'on avait moins besoin de faire avant. En tout cas voilà, je trouve ça vraiment stimulant, parce que ça nous oblige à remettre en cause notre manière de faire, à réfléchir différemment et à reconsidérer les choses différemment. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant, et je trouvais ça marrant de vous l'évoquer à l'occasion de la sortie de ce tome 11 de Perfect World. Et voilà, c'était la dernière vidéo de présentation de nouveautés en coulisses sur notre chaîne YouTube pour cette année 2020. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis bah, je vais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, autant que possible en tout cas. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos de présentation de nouveautés.